Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié du coup à la spécification d'utilisation. Donc l'objectif du jour, ça va être de voir un petit peu qu'est-ce que la spécification d'utilisation au sens de la norme 62366, ce qu'elle doit contenir et ensuite comment la rédiger. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Amandine Broussier, donc je suis spécialiste en aptitude à l'utilisation depuis bientôt 9 ans. Donc j'accompagne les fabricants de dispositifs médicaux dans la mise en œuvre et la conduite du processus d'actualisation, que ce soit pour le marquage CE ou l'autorisation FDA, et sur l'ensemble des classes de dispositifs que l'on peut trouver. Donc à ce jour, j'ai collaboré avec une trentaine de fabricants sur tout type de dispositifs. Et du coup, j'ai cofondé Usarea, qui est une société spécialisée en aptitude à l'utilisation dans laquelle nous accompagnons les fabricants dans la mise sur le marché de dispositifs sûrs adapté aux utilisateurs tout en répondant aux exigences réglementaires pour le marquage CE et l'autorisation FDA. Donc on a des prestations en aptitude à l'utilisation, donc que ce soit du conseil, de l'audit, de la stratégie ou l'implémentation de chacune des phases. Plus on réalise des formations en aptitude à l'utilisation. On a une partie de recherche utilisateur pour vous aider à mieux comprendre les besoins des utilisateurs et concevoir des solutions adaptées. Et enfin, une partie de conception d'interfaces numériques et de dispositifs de support d'accompagnement, donc notice, quick start guide, support de formation, etc. On accompagne également les fabricants sur ces parties. Donc pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Eh bien tout simplement pour découvrir ou redécouvrir la spécification d'utilisation, son contenu, les erreurs à éviter et l'impact de cette spécification dans le processus d'aptitude à l'utilisation. Hem, donc tout d'abord, qu'est-ce que la privatisation? Eh bien, c'est tout simplement la caractéristique de l'interface utilisateur qui va faciliter l'utilisation et qui établit l'efficacité, l'efficience et la satisfaction de l'utilisateur dans l'environnement d'utilisation prévu. On a donc vraiment 3 composantes qui sont l'efficacité, l'efficience et la satisfaction. Si vous avez l'habitude de suivre mes webinaires, vous allez retrouver cet exemple que j'utilise à chaque fois, mais globalement, l'objectif, c'est de se dire, par exemple, demain, je dois designer une porte. On se dit: «Bon, OK, je dois designer une porte», rien de plus simple. En revanche, si je vous dis qu'il y a une de ces portes qui est à destination des banquiers qui doit être utilisée en situation de banque et l'autre qui est utilisée à l'hôpital par des soignants, eh bien, vous allez avoir des designs totalement différents. Pour la banque, vous allez avoir un design plutôt sécurisé. On ne veut pas accéder à l'argent, on veut vraiment que ce soit sécurisé au maximum. En revanche, à l'hôpital, on va essayer d'avoir des portes qui vont être plutôt faciles à ouvrir, sans poignée, pour éviter de perdre du temps. Et donc, du coup, l'objectif global de la digitalisation, c'est de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le dispositif médical pour étudier l'impact de la conception de l'interface utilisateur sur ces interactions. Globalement, j'ai un environnement d'utilisation, j'ai des utilisateurs, j'ai une interface utilisateur, et tout ça doit s'assembler correctement pour que lorsque j'utilise mon dispositif, j'ai une utilisation sécurisée et efficiente, et je n'ai pas d'utilisation incorrecte en utilisant mon dispositif. Pourquoi on fait de l'actualisation? Eh bien, tout simplement puisque pour obtenir le marquage CE, on doit répondre aux exigences d'actualisation pour le MDR et l'IVDR, et donc ça correspond à la norme 62366-1 2015, amendement 1 2020, pour tous les dispositifs médicaux et tout ce qui va être DM de diagnostic in vitro, et la 60601-1-6 2020, amendement 1 2020, pour les dispositifs médicaux électromédicaux. Donc toutes ces normes vont recommander la mise en œuvre d'un processus d'ingénierie de l'actualisation. Le processus d'actualisation, il se décompose en 7 étapes. Bon, ici j'en ai mis 7, dans la réalité il y en a 9, c'est juste qu'au niveau de l'analyse des risques d'usage, il y a 3 étapes, mais c'est des sous-étapes, donc on considère vraiment 7 grandes étapes. Donc la première, la spécification d'utilisation, qui sera le sujet du jour, suivi de l'analyse des risques d'usage, la sélection des scénarios d'utilisation liés aux phénomènes dangereux, pour l'évaluation sommative, la spécification de l'interface utilisateur, le plan d'évaluation, et ensuite on conçoit et on évalue de manière itérative avec l'évaluation formative, et enfin la finale, l'évaluation sommative. Donc pour le focus du jour sur la spécification d'utilisation, c'est donc la première étape de ce processus décrit dans la norme 62366. La spécification d'utilisation, c'est une étape qui va permettre de définir les conditions d'utilisation, les utilisateurs finaux et les tâches à réaliser. C'est-à-dire qu'on veut savoir qui, quoi, quand, comment, dans quel contexte. La spécification doit contenir 6 grandes informations. La première, c'est l'indication médicale prévue.
C'est globalement ce que vous avez dans votre dossier technique. Donc les maladies ou conditions ciblées, donc par exemple gestion du diabète, surveillance de l'insuffisance cardiaque, traitement de l'endométriose. Ensuite, vous allez devoir décrire la population de patients visés. Donc par exemple des patients diabétiques, des patients souffrant d'insuffisance cardiaque, des nourrissons, des femmes enceintes, des femmes souffrant d'endométriose, vraiment votre cible de patient. Vous allez devoir également décrire la partie du corps ou le type de tissu visé sur lequel l'appareil agit ou avec lequel il est en interaction. Donc par exemple les mains de l'utilisateur lorsqu'il utilise votre dispositif, le cœur du patient si vous avez un dispositif qui agit directement sur le cœur comme une pompe cardiaque, les yeux du patient, les cavités nasales, vraiment tout ce qui va être en contact de l'utilisateur ou du patient. Le profil de l'utilisateur prévu, donc les personnes qui vont manipuler votre dispositif, le patient, le professionnel de santé, les aidants, les techniciens, le personnel de maintenance, les transporteurs. L'environnement d'utilisation prévu, donc ça va être le contexte dans lequel votre dispositif sera utilisé. Ça peut être l'hôpital, le domicile, l'ambulance, l'hélicoptère, le bloc opératoire. Ça peut être un environnement stérile ou non. Et enfin, vous allez devoir documenter le principe de fonctionnement, c'est-à-dire comment fonctionne votre dispositif pour accomplir l'indication médicale prévue et les mécanismes par lesquels il va fonctionner, tels que du machine learning, de l'intelligence artificielle, de la radiothérapie. Quand on voit ces 6 étapes, on se dit que c'est assez simple, c'est globalement ce qu'on a dans ce dossier technique, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des petites subtilités, notamment sur le profil utilisateur ou l'environnement d'utilisation prévu, où on retrouve souvent de nombreuses erreurs puisque l'environnement ou l'utilisateur est décrit de manière trop succincte. Et donc, les erreurs les plus courantes que l'on voit souvent, c'est la première d'oublier certains profils utilisateurs, la seconde de ne pas assez décrire ses profils utilisateurs, et la troisième de ne pas assez décrire l'environnement d'utilisation. Donc, comment éviter ces erreurs? Eh bien, tout simplement, pour la première, pour définir un profil utilisateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utilisateur, au sens de la 62366, ça représente toute personne qui va interagir avec votre dispositif médical. On distingue deux types d'utilisateurs, les utilisateurs dits primaires, qui sont des utilisateurs qui vont manipuler directement le dispositif médical pour son usage prévu. Donc généralement, ce sont les patients, les infirmiers, les médecins, les aidants. Et on a les utilisateurs dits secondaires. Ces derniers, ils vont utiliser le dispositif de manière très limitée. Ça peut être les transporteurs, le personnel en charge de l'élimination, les personnes en charge du stockage, de la maintenance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'ensemble du cycle de vie doit être pris en compte. On part du transport à l'élimination. Bien sûr, en fonction de votre dispositif, si par exemple vous avez une application, un logiciel, vous n'avez pas de transport ou de stockage et vous démarrez à l'installation au fonctionnement, mais globalement, tous ces cycles de vie doivent être pris en compte. Et souvent, on oublie de se dire que pendant le transport, par exemple, qui fait le transport? Eh bien, ça va être un transporteur, par exemple. Ou le patient directement, si c'est un dispositif utilisé à domicile et qui peut se procurer en pharmacie. Ensuite, au niveau du stockage, on peut avoir les pharmaciens, les infirmiers hospitaliers, le patient lui-même qui fait son stockage. Ensuite, au niveau de l'installation, bien souvent, c'est le personnel de l'entreprise, mais ça peut être aussi le patient qui doit faire sa propre installation. Une aide à domicile. Au niveau du fonctionnement, donc c'est souvent le patient ou le professionnel de santé. Au niveau de la maintenance, ça peut être des agents d'entretien, des patients, du personnel d'entreprise. Et pareil, au niveau de l'élimination, ça peut être du patient, du personnel d'entreprise. Ce qui est vraiment important lorsque vous définissez vos utilisateurs, c'est de prendre chacun des cycles de vie et de se dire, OK, pendant ce cycle de vie, qui va interagir avec mon dispositif ou qui peut être amené à interagir avec? Et vraiment de venir faire une sorte de matrice de, à chaque cycle de vie, qui est mon utilisateur principal ou même secondaire. À noter que l'utilisateur n'est pas forcément le patient, donc ce n'est pas forcément la personne soumise à une intervention médicale, chirurgicale ou dentaire. Si on prend un dispositif dentaire, le patient, c'est celui qui va recevoir le soin, mais l'utilisateur de votre dispositif, ça va être le dentiste. Et aussi, l'utilisateur n'est pas forcément votre client, ce n'est pas forcément la personne qui achète ou requiert des services moyennant rétribution. Donc, une fois que vos utilisateurs prévus sont définis, vous allez devoir les classer dans ce qu'on appelle des groupes utilisateurs. Un groupe utilisateur, au sens de la norme 62.366, ça va être un sous-groupe d'utilisateurs qui va être différencié des autres par des facteurs susceptibles d'influencer l'application tels que l'âge, la culture, l'expertise ou le type d'interaction avec un dispositif médical. Si on prend un dispositif implantable, par exemple, on est au bloc opératoire, celui qui va vraiment réaliser la procédure d'implantation, ça va être le chirurgien, mais tout autour, on va retrouver les anesthésistes, on va retrouver les infirmiers qui vont faire la préparation du dispositif. Là, c'est deux groupes utilisateurs différents, puisqu'on va avoir le chirurgien en charge de l'implantation et les infirmiers en charge d'ouvrir les packagings, de préparer les instruments pour faciliter l'utilisation aux médecins par la suite.
Donc la section des profils utilisateurs visés doit contenir une description des traits suivants. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir décrire tous les traits mentaux d'un utilisateur. Ces traits physiques, donc par exemple, en moyenne, les chirurgiens mesurent 1,75 m, ça peut varier entre 1,65 m et 2,5 m ou des choses comme ça. Des caractéristiques démographiques, donc par exemple, en moyenne, les infirmiers sont plutôt de sexe féminin que de sexe masculin, mais aussi des caractéristiques telles que les connaissances. Bon et bien voilà, un médecin a fait 15 années d'études pour en arriver là, il a tel diplôme, il a tel complément de diplôme et cetera. Les compétences acquises, mais également les capacités qui peuvent influencer les décisions de conception. Donc tout ça, ça doit être décrit, dans vos profils utilisateurs. Au niveau des groupes utilisateurs, donc comme je vous disais, les groupes utilisateurs peuvent être regroupés suivant des caractéristiques, intrinsèques ou une utilisation différente du dispositif. Si on prend un stylo à insuline, on peut par exemple avoir un groupe d'utilisateurs qui va être les accompagnants. Typiquement les parents des patients ou alors, pour des patients qui ont un peu plus de difficultés, ça peut être leurs compagnes, leurs frères et sœurs, leurs aides, tout ça. Au niveau des patients, on peut avoir même des sous-groupes utilisateurs. On peut avoir des patients pédiatriques, au sein duquel on peut avoir des enfants et des adolescents, on peut avoir des adultes et des seniors, et ensuite on peut avoir un groupe de professionnels de santé, donc des éducateurs en diabète, des pharmaciens, des infirmiers. Toutes ces personnes peuvent être amenées à utiliser un stylo à insuline, mais peuvent avoir des utilisations différentes. C'est pour ça que c'est important de vraiment les décrire dans votre spécification d'utilisation, puisqu'on ne conçoit pas de la même manière un dispositif pour un enfant que pour un pharmacien, que pour un infirmier. Et donc tout ça, il faut bien, prendre en compte tous ces utilisateurs et vous demander à chaque fois qui peut être amené à utiliser mon dispositif. Est-ce que ce sera un patient seul? Est-ce qu'il va être accompagné de quelqu'un? Si c'est un patient seul, est-ce qu'il peut avoir des âges différents? Est-ce que c'est que pour les enfants? Est-ce que c'est que pour les adultes? Et vous devez un peu cartographier tous ces utilisateurs pour en faire des groupes utilisateurs par la suite. Si on prend, un exemple, donc on peut prendre l'exemple d'infirmiers diplômés d'État. Donc là, c'est pour des pratiques aux États-Unis, puisque c'est là où il y avait le plus de données disponibles. Donc ce qu'on peut avoir dans notre spécification d'utilisation, c'est d'abord une description du poste. Bon, je vais pas tout vous lire, hein, mais globalement se dire, voilà, les infirmiers travaillent directement avec les patients, leurs familles et les médecins. C'est le principal point de contact entre le patient et le système de santé. Ils vont réaliser des soins fréquents, ils vont surveiller et suivre les signes vitaux. Ils vont faire des prises de sang, l'administration de médicaments. C'est eux qui vont vraiment être en contact le plus régulier avec le patient et le médecin, donc c'est généralement eux les premiers à identifier des problèmes ou soulever des petites préoccupations. Ils travaillent souvent en équipe et former d'autres infirmiers. Au niveau des caractéristiques démographiques, donc aux États-Unis, plus de 93 des infirmiers diplômés d'État sont des femmes, 7 sont des hommes. En moyenne, ils ont entre 22 et plus de 65 ans, et puis une moyenne d'âge à 47 ans. Un diplôme universitaire de 2 ou 4 ans, c'est le minimum pour pouvoir exercer en tant qu'infirmier diplômé d'État aux États-Unis. Mais on sait aussi que certains infirmiers possèdent des diplômes plus avancés, ils ont des masters ou des certifications supplémentaires avec des petites spécificités. On va également retrouver les caractéristiques physiques. Bon alors, je vous rassure, là c'est très détaillé. Hem, Ces informations-là, on ne les a pas toujours disponibles pour nos utilisateurs, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin dedans, mais il faut quand même avoir une bonne, idée des principales caractéristiques physiques, de nos utilisateurs. Donc par exemple, pour les hommes, on sait qu'en moyenne, un homme de 40 ans américain dans les années 2000 avait une main d'environ 20,6 centimètres. On sait que les hommes et les femmes peuvent avoir des cheveux longs. Pourquoi ça a son importance? Eh bien tout simplement puisque, on peut avoir des cheveux qui vont se coincer dans un dispositif, et du coup ça peut entraîner des dangers. Donc on essaye de concevoir de manière à prendre en compte le fait que les cheveux longs peuvent avoir un impact. On a de nombreuses femmes qui ont des ongles longs, ça peut aussi impacter l'utilisation. On sait qu'environ 8 des hommes et 0,5 des femmes ont une déficience de la vision des couleurs, ce qui est à prendre en compte notamment, quand on a des messages d'alarme, d'alerte ou des boutons avec des couleurs différentes. On peut venir également décrire les compétences, donc en se disant que, par exemple, ici, les infirmiers sont compétents dans l'utilisation de dispositifs médicaux, même s'ils intègrent un ordinateur, une interface, logicielle. Cependant, on peut avoir une proportion un peu décroissante d'infirmiers qui sont moins à l'aise avec les dispositifs médicaux en fonction de leur âge, parce qu'ils ont adopté tardivement ce type de technologie, mais que les infirmiers sont capables de développer des modèles mentaux précis, hem, sur des interfaces utilisables modérément complexes. Ils savent développer des compétences modérées à élevées pour naviguer avec ces interfaces.
Que aussi, bah, les infirmiers, ils ont vraiment tendance à suivre les procédures opérationnelles standards qui leur ont été apprises. Au niveau des altérations potentielles des infirmiers, eh bien, on sait que passé un certain âge, bon, c'est pas valable que pour les infirmiers, mais dans le cas des infirmiers, ça l'est. Bah, passé un certain âge, on peut avoir de la presbytie et donc avoir une capacité réduite à se concentrer sur des objets proches. Donc on peut avoir besoin de lunettes, mais il faut savoir qu'on n'a pas toujours ces lunettes sur soi, lorsqu'on travaille, donc potentiellement, eh bien, ils n'auront pas leurs lunettes pour faire les soins ou pour utiliser un dispositif. Il a été constaté aux États-Unis que, les hommes dans la cinquantaine, peuvent souffrir d'une perte progressive de l'audition sur les hautes fréquences. Donc, ils vont avoir du mal à percevoir les sons qui ont des fréquences inférieures à 3000 Hertz. Donc tout ça, c'est des caractéristiques que vous devez prendre en compte, lorsque vous concevez un dispositif médical. Et enfin, on peut avoir des facteurs qui vont influencer la performance. Donc, que ce soit aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, on sait, bah, voilà, que les infirmiers ont une charge de travail très, très élevée, ce qui va les pousser à travailler très rapidement et à effectuer énormément de tâches en parallèle. Et on sait que généralement, quand on fait plusieurs tâches en parallèle, on est plus soumis à faire des erreurs. Mais ils sont également formés à vérifier leur travail. Des fois, ils ont du double check avec un de leurs collègues qui vient vérifier si le travail a été bien fait aussi. Donc voilà, on sait globalement que les infirmiers sont soumis à du stress et peuvent réaliser des tâches, des erreurs à cause de ce stress. Donc globalement, si on veut avoir une bonne spécification d'utilisation, on est censé décrire tous ces éléments. Donc comme je vous disais, en fonction du profil et des données que vous allez trouver, la description peut être plus ou moins précise, mais globalement, on s'attend quand même à ce que vous ayez veillé à prendre en compte toutes ces caractéristiques. Au niveau de votre environnement d'utilisation prévu. Donc là, on a vu comment bien documenter ses utilisateurs. Maintenant, on va voir comment bien documenter son environnement d'utilisation. Donc il faut savoir que l'environnement, en termes de 62.366, ça va être toutes les conditions et contextes réels dans lesquels les utilisateurs interagissent avec le dispositif médical. C'est-à-dire qu'on va devoir décrire les conditions réelles et l'environnement dans lequel les utilisateurs interagissent avec le dispositif. Donc ça peut inclure, par exemple, si c'est des conditions stériles ou non stériles, si c'est un dispositif à usage unique ou réutilisable, puisque bah, s'il est réutilisable, forcément, on va avoir des traitements entre utilisations, donc du nettoyage, donc des étapes de nettoyage supplémentaires à décrire, ou de restérilisation, par exemple. Est-ce que c'est une station en hôpital ou à domicile? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs similaires dans l'environnement? C'est-à-dire que si on, par exemple, on prend des pompes à perfusion et qu'il y a deux types de pompes à perfusion différentes dans l'environnement, ça a un impact puisque le fonctionnement de votre pompe à perfusion peut être différent de celui de l'autre pompe. Et du coup, il faut être sûr que les utilisateurs ne vont pas faire d'erreur de transfert négatif entre les deux dispositifs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes présentes? Si vous êtes au bloc opératoire, forcément, il va y avoir en moyenne entre 5 et 10 personnes et ça peut impacter votre utilisation puisque vous pouvez vous prendre une personne ou alors si vous devez vous déplacer avec le dispositif, il faut prendre en compte que d'autres personnes sont dans votre champ d'utilisation. Vous devez également décrire si par exemple c'est une utilisation en ambulance, en transport hospitalier, en hélicoptère, en bateau, notamment pour les phases de transport. Il faut bien prendre en compte que votre dispositif, bon, des fois c'est juste par voie aérienne ou par route, mais si par exemple vous devez l'envoyer par bateau, il faut prendre tout ce qui est brouillard salin en compte qui peut venir détériorer votre dispositif et donc vous devez adapter la conception du packaging en fonction de ces éléments. Vous allez devoir décrire, si c'est une station en salle commune ou en salle d'opération, par exemple, puisqu'en salle commune, peut-être que le niveau de stress, de bruit sera plus élevé qu'en salle d'opération. Vous allez devoir décrire le niveau d'éclairage ambiant, le niveau de bruit. Donc est-ce que, vous êtes dans une salle super éclairée ou avec vraiment un niveau de luminosité assez intense? Ou est-ce que vous allez avoir un éclairage qui peut varier puisque, par exemple, une application à domicile, potentiellement, vous allez l'utiliser la journée et la nuit. Ce qui fait que c'est totalement différent puisque, si vous avez un éclairage différent, vous allez avoir un écran rétroéclairé ou un besoin d'ajuster la luminosité. Idem, le niveau de bruit va avoir son importance puisque si vous avez des alarmes, si vous êtes dans une salle très bruyante, votre capacité à la détecter va être plus réduite que si vous êtes dans un environnement très calme ou si vous êtes à un concert et que c'est une application, mobile, de dispositifs médicaux vous allez avoir plus de difficultés à détecter votre alarme. Vous allez devoir également décrire si lorsque votre, l'utilisateur utilise votre dispositif, il est équipé de protection personnelle. On sait notamment que le port de gants peut avoir un impact, sur les interfaces tactiles. Et enfin, vous allez devoir décrire tous les attributs sociaux tels que, est-ce que c'est un travail en équipe ou c'est vraiment un travail individuel lors de l'utilisation de votre dispositif?
Est-ce qu'on est dans une ambiance assez chaotique, par exemple service d'urgence ou alors quelque chose de très calme, le patient à son domicile, sans enfant, tout va bien, tout est très calme? Quel est le niveau de stress aussi dans la pièce? Quel est le niveau stress de l'utilisateur lorsqu'il va utiliser votre dispositif? Tout ça doit être décrit dans votre environnement d'utilisation. Si on prend l'exemple d'une unité de soins, unité de soins intensifs, pardon, de nouveau, bah, au niveau de l'architecture, on va avoir quelque chose généralement, on sait que les soins intensifs, c'est composé d'une station de travail centrale pour les cliniciens et tout autour, on va avoir des box et des chambres pour les patients. Au niveau de cette station centrale, eh bien, on va avoir des comptoirs de bureau. Des fois, ça peut servir de station de travail debout, assis. On sait que les sols sont habituellement recouverts de carrelage lisse ou de vinyle. Généralement, on n'a pas de parquet à l'hôpital. Au niveau des équipements, eh bien, voilà, on sait que chaque chambre ou chaque box, va être équipée d'un lit d'hôpital mobile, d'une table de chevet, d'une ou plusieurs chaises pour accueillir les visiteurs. On sait qu'au niveau des murs d'en-tête, on va avoir tout ce qui va être gaz médicaux. On a des prises électriques, on peut avoir des points de montage ou des étagères pour tout ce qui va être matériel, notamment pour, tout ce qui va être patient avec un handicap physique. On a des espaces de stockage pour les fournitures d'urgence. On sait aussi que le matériel, il peut être éclaboussé de liquide, donc par du sang, des solutions intraveineuses, des solutions de nettoyage. Donc on sait que, c'est des équipements qui vont facilement se nettoyer. On sait qu'au niveau du personnel qui va occuper notre environnement d'utilisation, on va avoir, plusieurs médecins, des infirmiers, des aides-soignants, donc il y a énormément de passages puisque, bah, si un ordinateur est en panne, on peut avoir le technicien qui va passer par là. On peut avoir des agents de transport, que ce soit des agents de patients de transport de patients, donc du pompier, des ambulanciers, mais on peut aussi avoir des personnes qui vont venir ramener du stock à l'hôpital. Donc on sait que c'est un lieu qui a vraiment beaucoup de passages, même des visiteurs. Au niveau de l'éclairage, on sait que l'éclairage peut varier en soins intensifs. On sait que ça peut être très éclairé, par exemple 150 lux au moment de la journée où c'est le plus éclairé, mais ça peut diminuer à 50 ou 100 lux en fonction de la luminosité ambiante. Ou la nuit, on peut passer par exemple à 10 lux ou des choses comme ça et on sait que forcément la nuit, l'environnement est moins éclairé que la journée. Hem Et aussi, il y a certaines unités de soins intensifs où il y a des fenêtres et donc qui dit fenêtre dit, dépendance au soleil, donc des fois une luminosité très, très, élevée et des fois une luminosité très, très faible. Donc globalement, tout ça doit faire partie de votre, description d'environnement d'utilisation. Vous devez également ajouter les variations sonores. Heu, on sait également que la journée, il y a plus de bruit que la nuit, c'est assez évident, mais il faut le décrire. On peut avoir du bruit qui peut être dû, bah, à des communications, des déplacements de personnes dans les unités, la ventilation, des annonces au plafond, d'autres dispositifs médicaux qui seraient dans la chambre ou rien que dans l'environnement. Donc on sait en salle de soins intensifs que, à la station centrale, on a un niveau sonore compris entre 50 et 70 décibels A, et qu'au niveau de la chambre du patient, ça peut varier entre 50 et 65 décibels A. C'est un peu moins bruyant dans la chambre du patient que dans l'espace commun. Au niveau du climat, on peut avoir des plages températures qui vont varier entre 18 et 21°, une humidité qui va être entre 10 et 50. On peut avoir des distractions potentielles, hein, puisque, bah, il peut y avoir des appels, il peut y avoir des réunions dans les couloirs, des urgences, des annonces au plafond. Et au niveau des photos, ce qui peut être pas mal dans votre, spécification d'utilisation, c'est d'ajouter des photos types de l'environnement d'utilisation prévu. Donc si c'est un bloc opératoire, de mettre une photo d'un bloc opératoire pour bien montrer, bah, oui, dans mon bloc opératoire, il y a, la table d'opération, il y a d'autres dispositifs qui sont tout autour, il y a souvent un éclairage, lumineux au-dessus. Ce qui convient surtout, c'est pas forcément de mettre toutes ces sections, c'est des exemples de sections que vous pouvez retrouver, mais surtout de mettre les sections qui sont appropriées à votre dispositif. Si jamais votre, dispositif n'est pas du tout sensible aux variations de température ou d'humidité, vous n'avez pas forcément besoin de le décrire. Par contre, si vous avez des dispositifs avec alarme sonore, là, c'est nécessaire de décrire les conditions de bruit, de votre dispositif. Donc vous allez vous dire: «Mais comment faire pour avoir toutes ces informations?» Eh bien, je vais vous donner quelques petites méthodes. Donc la première, c'est de faire ce qu'on appelle des contextual inquiry. Donc c'est se rendre directement sur un site qui peut être amené à utiliser votre dispositif ou qui utilise des dispositifs similaires. Le but, c'est d'aller sur place et de voir un petit peu comment ça se passe. Comment les personnes utilisent un dispositif, comment ils se comportent, comment est composé le service, comment ils interagissent les uns avec les autres, qui est responsable de quelle action sur les dispositifs similaires. Généralement, on compte une demi-journée à plusieurs jours, et il faudrait observer
si ça a 10 utilisateurs en train d'utiliser le dispositif dans un contexte, on va dire, dans leur contexte d'utilisation. L'avantage, c'est que c'est vraiment très, très riche et très détaillé comme méthodologie. Vous allez vraiment capturer beaucoup d'informations. Vous avez vraiment des utilisateurs dans un contexte réel. Ça vous permet de voir ce que les utilisateurs n'expriment pas toujours, puisque, bah, c'est vrai que quand on résume ce qu'on a fait de sa journée, il y a plein d'étapes qu'on oublie. On dit pas: «Bah, oui, bah, en fait, j'ai déplacé le dispositif, j'ai failli me prendre mon collègue qui passait par là». Ça, on a tendance à pas le dire et vous allez pouvoir l'observer sur le terrain. C'est vraiment utile pour mieux comprendre les contraintes et l'environnement d'utilisation. En revanche, c'est très, très long à mettre en place. Ça demande du temps, que ce soit au niveau de la préparation que de la logistique, puisque, bah, forcément, vous en doutez, pour être exhaustif, si on prend, par exemple, un dispositif utilisé à l'hôpital, il faut visiter plusieurs centres, puisque chaque centre a sa manière de fonctionner. Si c'est un dispositif utilisé à domicile, bon, généralement, à domicile, on va pas aller faire des observations chez les patients, mais vous allez avoir besoin de plusieurs, bases, on va dire, d'observation. Et aussi tout ce qui va être retranscription et débriefing, c'est assez long puisque si vous devez retranscrire tout ce que vous avez observé sur une journée complète dans un service, ça peut être vite très long. Vous pouvez aussi employer la méthode des questionnaires avec des questions variées pour identifier les profils utilisateurs, l'environnement d'utilisation, les points de friction, des suggestions, demander des petites notations. Donc par exemple sur mon dispositif actuel, est-ce qu'il est facile à utiliser? Une note de 1 à 5. Ça vous permet d'obtenir rapidement et facilement des retours d'un grand échantillon d'utilisateurs, notamment si vous voulez avoir des statistiques et valider des hypothèses. L'avantage du questionnaire, c'est que c'est très rapide, hein, en moyenne, 1 à 8 minutes par utilisateur. On peut facilement toucher 15 à 100 utilisateurs et avoir des données statistiques viables. L'avantage, c'est que c'est une solution qui est très peu coûteuse. Vous pouvez avoir beaucoup de participants, très avec des profils très, très vastes. Enfin, même si vous faites un dispositif à destination de patients, vous allez pouvoir toucher des patients, par exemple, dans toute la France, dans toute l'Europe, de manière assez simple, sur plein de catégories différentes et ça vous permet de réellement faire des statistiques et de valider des hypothèses. Les contraintes, c'est que des fois, vous allez pouvoir avoir peu de détails dans les réponses, surtout dans ce type de questionnaire, on va essayer de favoriser un peu les questions fermées, puisque une autre contrainte, c'est que si vous faites des questions très ouvertes, vous allez pouvoir avoir des difficultés à interpréter la réponse, à pas comprendre vraiment ce que l'utilisateur voulait dire et donc du coup, ça va être un petit peu plus contraignant pour vous puisque, bah, par questionnaire, vous ne pouvez pas rebondir avec l'utilisateur sur sa réponse, donc on va privilégier plutôt des questions fermées. Et enfin, une troisième méthode que vous pouvez utiliser, c'est celle des entretiens, où là, vous allez vraiment faire un échange avec un potentiel utilisateur ou un utilisateur que vous avez identifié, pour en apprendre plus sur sur son expérience avec un dispositif, que ce soit le vôtre, par exemple une ancienne version de votre dispositif, la version actuelle de votre dispositif ou sur un dispositif similaire. Vous allez en savoir plus sur son environnement d'utilisation. Donc par exemple, c'est quand vraiment vous voulez en savoir plus, ouais, voilà, sur l'environnement d'utilisation, sur les besoins d'un utilisateur, sur ses motivations, sur ses blocages, sur son usage, bref, sur toutes les dimensions que vous allez pouvoir vouloir recueillir. Ça dure en moyenne 1 heure 30 par utilisateur. Si jamais vous avez bien identifié vos utilisateurs et que vous savez que vos utilisateurs, c'est des infirmiers, vous allez pouvoir prendre 6 à 8 utilisateurs, s'ils se ressemblent assez, si c'est un groupe vraiment homogène. Par contre, si vous avez un échantillon plus hétérogène, vous savez que vous visez des soignants, mais ça peut être des infirmiers, ça peut être des médecins, ça peut être des anesthésistes. Là, vous allez plutôt viser 20 utilisateurs pour avoir quelque chose de représentatif. Les avantages des entretiens, c'est que c'est très, très bien pour explorer un sujet. Ça permet vraiment de mieux comprendre les utilisateurs et ça nécessite pas de matériel spécifique pour le faire. Vous pouvez le faire par téléphone, en visio, sur place directement, en face à face. Et au niveau des contraintes, eh bien, le plus gros problème, c'est que c'est pas adapté pour atteindre un grand nombre d'utilisateurs. Vous imaginez 1 heure 30 par utilisateur, si vous devez faire 100 entretiens, c'est vite chronophage. Et surtout l'analyse des données peut être très, très longue aussi et une des contraintes, c'est qu'on est sur la donnée déclarative. Demain, vous demandez à un infirmier comment il fait un certain soin, vous pouvez être sûr que 90 des infirmiers vont oublier de vous dire qu'ils se lavent les mains avant de faire leurs soins, alors qu'ils le font. Et si vous êtes là pour observer, vous allez voir qu'ils se lavent bien les mains. Donc c'est un petit peu l'une des contraintes, c'est que vous êtes vraiment sur du déclaratif et des fois, vous pouvez avoir un petit biais de complaisance où les éditeurs vont avoir tendance à vous dire quelque chose de très positif, alors que sur le terrain, vous observez qu'en fait, ça fonctionne pas aussi bien que ce qu'ils veulent vous dire. Et pourquoi c'est important de faire une bonne spécification d'utilisation? Bon, la première, c'est pour être, conforme d'un point de vue réglementaire, on va dire, mais aussi tout simplement parce que votre spécification d'utilisation va impacter votre analyse des risques d'usage,
C'est-à-dire que, la population de patients prévue peut impacter la gravité des conséquences d'une erreur d'utilisation. Par exemple, un mauvais dosage, il va avoir des conséquences plus lourdes si vous êtes sur un nourrisson, sur une personne immunodéprimée, sur une personne enceinte, plutôt que sur un patient, on va dire, entre guillemets, «sain» ou qui a une maladie mais sans, conditions précises. Bien définir vos profils vous permet notamment d'anticiper les erreurs d'utilisation selon les compétences, les rôles et les tâches réalisées par chaque profil. On sait aussi que les conditions et le contexte d'utilisation peuvent favoriser certaines erreurs d'utilisation. Si dans un environnement bruyant, on va avoir tendance à moins entendre les alarmes. Donc on sait qu'au niveau des risques, on va avoir peut-être une fréquence plus élevée de non-détection de l'alarme dans un environnement bruyant. Et enfin, certains principes de fonctionnement peuvent générer des erreurs d'utilisation spécifiques. Par exemple, il peut y avoir une intelligence artificielle mal comprise qui va mener à une mauvaise interprétation des résultats. Ensuite, le plus important au niveau de la spécification d'utilisation, c'est qu'elle va impacter toute la conception de votre dispositif. On sait très bien qu'on ne conçoit pas un dispositif, pour un enfant, pour une personne âgée ou pour un chirurgien de la même manière. Chacune des caractéristiques que vous allez décrire va vous guider dans la conception. Par exemple, si vous visez vraiment des personnes âgées, vous allez forcément mettre une police d'écriture beaucoup plus grande que si vous, ciblez des personnes un peu plus jeunes. Idem pour des personnes souffrant de diabète, elles ont des troubles visuels, vous allez augmenter la taille de police. C'est vraiment des caractér ou si vous faites des choses pour un enfant, vous allez plutôt utiliser des symboles, vraiment des couleurs, plutôt que d'aller mettre des chiffres et des informations complexes. Ensuite, l'environnement d'utilisation, il va directement impacter l'usage. Puisque, bah, comme je le disais, si vous êtes dans un environnement stressant, si vous êtes facilement interrompu, s'il n'y a pas beaucoup de luminosité, et cetera, eh bien, si vous êtes dans un environnement sombre, vous allez avoir un écran rétroéclairé. Mais si vous avez un dispositif, voilà, qui peut être utilisé le jour, la nuit, eh bien, vous voulez pouvoir ajuster la luminosité de votre écran, puisque, bah, en plein soleil, vous ne verrez pas du tout, alors que dans la nuit, vous verrez très bien votre dispositif. Et ensuite, votre spécification d'utilisation va impacter tous vos tests utilisateurs, toutes vos évaluations. Notamment puisque lors de votre évaluation sommative, vous allez devoir recruter 15 participants par groupe utilisateur défini dans votre spécification d'utilisation. Donc si au niveau de votre spécification d'utilisation, vos groupes utilisateurs sont mal définis, potentiellement votre évaluation sommative peut être ratée puisque vous n'allez pas avoir des bons participants représentatifs. Soit vous allez avoir défini trop de groupes et du coup vous allez vous retrouver à recruter 7 groupes de 15 participants, c'est rarement le cas. Soit, vous allez avoir mal défini vos groupes et du coup, vous allez avoir un groupe un petit peu, mélangé entre des soignants, des patients, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que dans l'usage, ils n'ont pas du tout la même utilisation de votre dispositif et ça, c'est quelque chose qui, au niveau de l'organisme métier, peut vous être reproché, de recruter des participants qui ne sont pas représentatifs. Par exemple, je reprends l'exemple d'un stylo à insuline. Quand on dit qu'on a une population pédiatrique, bah, on se doute bien qu'entre, 4 et 10 ans et 10 et 18 ans, c'est pas la même chose. On peut avoir 2 sous-groupes utilisateurs puisque les autorités vont vous dire: «Bah, attention, un enfant entre 4 et 10 ans n'est pas autonome, un enfant de 10 à 18 ans est plus autonome». Donc vous avez 2 populations vraiment différentes à ce niveau-là. Chaque groupe utilisateur a des tâches définies qu'il va devoir réaliser lors des tests utilisateurs. Donc c'est pour ça que c'est important de bien définir ces groupes utilisateurs puisque dans votre protocole d'évaluation sommative, vous allez avoir des tâches différentes en fonction de vos utilisateurs. Et enfin, lors de vos évaluations, notamment l'évaluation sommative, l'environnement de test doit représenter votre environnement d'utilisation prévu, c'est-à-dire celui que vous avez décrit dans votre spécification d'utilisation. Si vous avez décrit que votre dispositif va être utilisé à la maison, bah, vous allez représenter un environnement un peu similaire à la maison, donc avec quelques distractions sonores, mais pas grand-chose. En revanche, si vous avez décrit que votre dispositif était utilisé au bloc opératoire, soit vous allez devoir faire vos évaluations directement dans des simulations de blocs opératoires, soit vous allez devoir mettre un cadre représentatif d'un bloc opératoire avec des champs stériles, en essayant d'atteindre le même niveau de luminosité, avec le matériel que vous avez décrit, le même stress ambiant, essayer d'atteindre le même niveau sonore. Donc vraiment, la manière dont vous allez décrire votre environnement de test a un impact direct sur vos évaluations, puisque vous allez devoir représenter les mêmes conditions. En conclusion, ce qu'on peut dire sur cette spécification d'utilisation, c'est qu'elle va définir vraiment toutes vos conditions d'usage, vos utilisateurs finaux et les tâches à accomplir. C'est vraiment une base solide pour concevoir des dispositifs adaptés. C'est vraiment pas juste un point réglementaire, enfin, c'est vrai que la spécification d'utilisation, on a tendance un peu à la sous-estimer, mais c'est vraiment une base pour la conception, et elle doit être prise en compte dès le début du processus car elle va influencer l'ensemble de votre développement.
Et ce qu'il faut surtout savoir en dernier point, c'est que la spécification d'utilisation, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que la première étape du processus vous dit que c'est la spécification d'utilisation, mais c'est surtout de démarrer sa spécification d'utilisation. Rien ne vous empêche, au fur et à mesure du développement de votre dispositif, de venir la mettre à jour. Si vous découvrez pendant vos évaluations formatives ou pendant n'importe quelle recherche pendant que vous avancez, que en fait vous avez manqué un profil utilisateur, eh bien vous pouvez toujours la mettre à jour et venir l'ajouter sans souci. Ou si par exemple vous pensiez que tel profil allait l'utiliser, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout adapté à l'usage, donc vous avez un petit peu reformulé, vous avez dit finalement cette catégorie de personnes, on les exclut, eh bien vous pouvez toujours la mettre à jour. Donc vraiment, il faut l'entamer le plus tôt possible, mais n'oubliez pas que vous pouvez la mettre à jour quand vous voulez avant votre évaluation sommative. Donc c'est tout pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc si jamais vous avez besoin d'accompagnement sur votre spécification d'utilisation, sur votre processus d'application ou autre, n'hésitez pas à scanner ce QR code et à nous faire un petit mail. Et du coup, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Donc vous pouvez utiliser le petit question-réponse si vous le souhaitez. Donc on a une première question qui est de savoir si on fait un travail de persona dans le document de use specification, est-ce qu'on doit réintégrer ces informations dans la spécification d'utilisation? Et est-ce qu'on peut mettre directement le document de persona? Alors vous pouvez tout à fait, mettre vos documents de persona dans votre spécification d'utilisation. Au niveau de la partie description de l'utilisateur, dire: «Bon bah voilà, on a défini des personas» et vous pouvez totalement intégrer vos personas, à ce niveau-là. Ça, il y a aucun souci, là-dessus. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Bien, s'il y a pas d'autres questions ou alors s'il y en a une qui vous revient plus tard, n'hésitez pas à me contacter. Mais s'il y en a pas d'autres, je vous propose d'arrêter le webinaire de ce jour. On est pile dans les temps, donc c'est parfait. Dans tous les cas, vous recevrez un lien avec les slides et le replay, du webinaire et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Ah, alors je viens de voir la question de Florine. Est-ce qu'il est nécessaire de faire une évaluation sommative avec des utilisateurs du groupe transporteur aux mises au rébut? Non, du tout. En fait, l'évaluation sommative, vous allez surtout vous concentrer sur vos utilisateurs primaires, puisque c'est ceux qui ont le plus de chances de rencontrer, des erreurs d'utilisation assez élevées et en plus, bah, maîtriser les transporteurs, c'est assez difficile, de même que recruter des transporteurs. Donc vraiment, vous allez plutôt vous, focuser sur le recrutement et sur l'évaluation, des utilisateurs qui sont plutôt liés aux phases bah, plutôt vos patients, vos soignants, vraiment les utilisateurs principaux et le utilisateur primaire de votre dispositif. Alors je ne sais pas s'il y a encore des questions ou pas, surtout n'hésitez pas. Et s'il y a plus de questions, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.